Bonjour à tous. Quelle est la situation au Venezuela ? Si l'on en croit les médias, le Venezuela est aujourd'hui gouverné d'une main de fer par Nicolás Maduro, le successeur du défunt dictateur Hugo Chávez, et sa gestion du pays est tellement chaotique et corrompue que les Vénézuéliens se soulèvent en masse. Mais Maduro s'accroche au pouvoir, il réprime ses manifestations, faisant jusqu'à maintenant plus d'une centaine de morts, et bafoue les droits de l'opposition à l'Assemblée nationale. C'est l'interprétation que l'on nous donne de la récente constituante favorable à Maduro et qui n'a pas été reconnue par la communauté internationale. Ainsi, le régime vénézuélien glisserait tout doucement vers une dictature qu'il va bientôt falloir renverser afin de rétablir la démocratie. Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent, de radicalisation idéologique inquiétante, alors même que les ressources de ce pays restent considérables. Donc, comme pour l'Irak, la Libye, la Syrie, on nous prépare psychologiquement à accepter une guerre au Venezuela au nom de la défense des droits de l'homme. D'ailleurs, des exercices militaires conjoints impliquant la Colombie, le Pérou, le Brésil et les États-Unis se déroulent actuellement dans la région amazonienne sous le nom de America United. Par ailleurs, le président Trump a récemment déclaré, concernant le Venezuela, qu'en cas de nécessité, l'option militaire était une possibilité. La situation est donc extrêmement tendue et il est important, pour cela, de comprendre ce qu'il se passe dans ce pays. Quels sont les enjeux réels dans ce conflit, au-delà du discours médiatique ? La première chose à savoir est que le Venezuela détient les premières réserves prouvées de pétrole au monde. 1300 milliards de barils, soit environ un tiers des réserves de pétrole de la planète, se trouvent sous les pieds des Vénézuéliens. Et cela attise les convoitises, à tel point d'ailleurs que le pays a été durant tout le XXe siècle sous la tutelle des États-Unis. Et pas que le Venezuela, toute l'Amérique du Sud. C'est ce qu'on a appelé la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. Le pétrole vénézuélien était exploité par des multinationales étrangères, les fameuses 7 sœurs, qui alimentaient à bon prix les besoins gigantesques de l'économie américaine. Le peuple vénézuélien, lui, ne voyait jamais la couleur de l'argent du pétrole, et l'élite vénézuélienne, l'actuelle opposition à Maduro, était remerciée pour sa complicité dans ce vol en percevant une petite partie de la manne pétrolière qui suffisait à les rendre milliardaires au milieu de la misère. C'est là qu'intervient Hugo Chávez. Hugo Chávez était un jeune militaire issu des classes pauvres du Venezuela qui s'est levé contre ça. Il a tenté un coup d'État contre le pouvoir en place en 1992 afin de reprendre le contrôle de l'industrie pétrolière et de redistribuer l'argent du pétrole aux Vénézuéliens. C'est le cœur de ce qu'il va appeler la révolution bolivarienne. Son coup d'État va échouer, il sera enfermé durant 2 ans, mais deviendra tellement populaire qu'il sera élu en 1998 démocratiquement. Puis durant les 14 années suivantes, 5 fois en son nom propre, 14 fois sous l'étiquette de son parti, toutes ces élections furent dûment validées par les organisations internationales. Qu'a-t-il fait au cours de ces 14 années de pouvoir ? Eh bien, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il a tenu sa promesse. Il a effectivement nationalisé l'industrie pétrolière avec beaucoup de difficultés et en a redistribué les revenus aux Vénézuéliens à travers des programmes sociaux pharaoniques. On parle d'environ 400 milliards de dollars redistribués en 14 ans. Une détermination, un charisme qui vont lui permettre d'imposer des changements radicaux dans un pays alors à l'ombre des États-Unis. Redistribution des terres, construction de logements sociaux, mission éducative, alphabétisation. Grâce à Chavez, il se construit quelque chose ici. La qualité de vie s'est améliorée. Dans le secteur populaire, les plus défavorisés, il a beaucoup fait pour beaucoup de gens. Des programmes sociaux dont d'ailleurs on peut discuter du rapport coût-bénéfice, mais dont il est indéniable qu'ils ont permis à une grande partie des Vénézuéliens d'améliorer leurs conditions sociales. Taux de pauvreté passé de 50% à 25%, taux de pauvreté extrême passé de 25% à 8%, indice de développement humain qui a progressé, malnutrition et analphabétisme éradiqués. Toutes ces données proviennent des Nations Unies et ne sont remises en cause par personne, pas même par l'opposition vénézuélienne. En 2013, Chavez succombe d'un cancer, mais avant de mourir, il demande aux Vénézuéliens de voter pour son bras droit, son ministre des Affaires étrangères, ex-chauffeur de bus et provenant du monde syndical, Nicolás Maduro. Alors vous me direz très bien, mais donc pourquoi le Venezuela se retrouve dans une situation si compliquée maintenant ? Eh bien, si l'on écoute les médias, on comprend quoi ? On comprend que les prix du baril ont beaucoup baissé au cours des dernières années et que Chavez et Maduro, trop incompétents, ne sont pas parvenus à diversifier l'économie de leur pays. Il serait donc logique que le Venezuela se retrouve aujourd'hui en faillite. La situation est en fait un peu plus compliquée que cela, car des pays qui dépendent de l'argent du pétrole, il y en a un certain nombre à travers le monde, et ils ne se retrouvent pas dans la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui le Venezuela. C'est donc qu'il y a d'autres facteurs dont les médias ne nous parlent pas. Et le premier d'entre eux, c'est évidemment que les États-Unis cherchent à tout prix à reprendre le contrôle du pétrole vénézuélien. Mais pas que pour des raisons économiques, surtout pour des raisons géopolitiques. En effet, Hugo Chávez a arraché le Venezuela de la sphère d'influence des États-Unis. Mais pas que le Venezuela. Toute l'Amérique du Sud a suivi ses pas et a emprunté durant une décennie la voie de l'indépendance, la voie de l'anti-impérialisme. Et ils ont pu le faire notamment car les États-Unis étaient très fortement impliqués dans une autre région du globe, le Proche-Orient. Souvenez-vous les années 2000, guerre en Afghanistan, puis guerre en Irak, puis les printemps arabes, guerre en Libye, guerre en Syrie. Pendant ce temps, l'Amérique du Sud s'émancipait et renforçait ses liens avec la Russie et la Chine.
Mais depuis quelques années, la situation se complique pour les États-Unis. La Syrie, soutenue par la Russie, tient tête aux États-Unis. Ils ne parviennent pas à déverrouiller cette région stratégique. Il n'est donc pas étonnant que, parallèlement à cet échec relatif, ils se reconcentrent sur ce qu'ils considèrent comme étant leur précaré naturel et dont ils ont perdu le contrôle au bénéfice de la Russie et de la Chine, l'Amérique du Sud. Voilà ce qui explique ce qu'on observe depuis quelques années maintenant, le rebasculement brutal des gouvernements sud-américains dans le giron des États-Unis. On l'a vu avec le gouvernement du Paraguay, du Chili, de l'Uruguay, de l'Argentine, du Brésil, du Pérou, sans parler de la mort de Chavez ou de Castro, qui ont participé à l'effritement de cette grande alliance anti-impérialiste qu'ils avaient construite main dans la main au cours des années 2000. Cette grande alliance est en train de se dissoudre, l'Amérique du Sud rentre de force dans le rang et le Venezuela se retrouve isolé, son gouvernement fragilisé. C'est le fruit d'une stratégie de containment de la part des États-Unis visant à affaiblir l'influence chinoise et russe dans la région. Et cette stratégie a un volet économique très important. Le Venezuela subit actuellement une pression économique colossale qui s'exerce de différentes façons. Par exemple, il est prouvé que les industriels nationaux et les importateurs hostiles au gouvernement vénézuélien pratiquent ce qu'on appelle l'agiotage, qui est un grand classique des révolutions et que l'on a d'ailleurs connu sous la Révolution française. De quoi s'agit-il ? Cela consiste en stocker des marchandises pour faire monter leur prix et les vendre au moment où leur prix est le plus élevé. Cela crée de l'inflation et des pénuries. C'est à ce sabotage économique auquel doit faire face chaque jour le gouvernement vénézuélien. Mais le problème majeur de l'économie vénézuélienne reste sa dépendance à l'égard des importations. En effet, le Venezuela ne sait pratiquement produire qu'une seule chose, c'est du pétrole. Il est donc dans l'obligation d'importer la quasi-totalité de ses biens de consommation, ce qui fragilise grandement son économie et l'expose aux attaques extérieures. Des pays comme le Venezuela ou le Nigeria avaient établi des budgets équilibrés en tenant compte d'un baril à $110. Pour eux, cette chute des prix du pétrole est une catastrophe. Le Venezuela en est réduit à demander de l'aide financière à ses grands frères des pays exportateurs de l'OPEP. La Russie, qui doit déjà faire face à tout un éventail de sanctions de la communauté internationale en raison des événements d'Ukraine, est extrêmement fragilisée. Mais il est absolument malhonnête d'imputer à Chavez et Maduro la responsabilité dans cette situation lorsque l'on sait qu'aucun gouvernement avant eux durant un siècle n'ont ne serait-ce que tenté de diversifier l'économie du Venezuela. C'est pour cela que Chavez et Maduro n'ont pas réussi le pari de la diversification industrielle et agricole. On ne modifie pas la structure économique séculaire d'une nation en un claquement de doigts, surtout lorsque l'on est constamment attaqué. D'ailleurs, cette spécialisation du Venezuela dans l'industrie pétrolière qui est montrée du doigt par tous les médias comme étant la preuve de l'incompétence du gouvernement vénézuélien, d'où vient-elle ? Elle est en réalité le fruit d'une stratégie globale qui ne concerne pas que le Venezuela. Tous les pays du monde ou presque ont intégré durant le XXe siècle ce qu'on appelle la division internationale du travail. Toi tu produis du pétrole, nous des services, tel autre des biens manufacturés, au nom de la sacro-sainte efficacité économique. Mais en réalité, l'interdépendance commerciale qu'elle génère a pour conséquence une soumission politique de toutes les nations à l'ordre international. Car comme tout le monde dépend de tout le monde, plus personne ne peut rien dire car le premier qui hausse le ton voit le robinet des importations se fermer, soit par les sanctions internationales, soit par la finance internationale. Il est très important de comprendre que l'attaque spéculative sur une monnaie par la finance internationale a pour conséquence la chute de sa valeur, ce qui rend les importations extrêmement chères, produisant à l'intérieur du pays attaqué de l'inflation importée et des pénuries. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Venezuela. Ce pays est puni économiquement de l'intérieur et de l'extérieur pour son insoumission politique et sa volonté d'être libre. Il se fait asphyxier économiquement, financièrement, politiquement, médiatiquement par un réseau interconnecté très puissant d'intérêts qu'on appelle l'Empire. Alors si vous êtes pragmatique, vous me direz très bien, mais donc d'une certaine façon, les Vénézuéliens ont raison de se révolter, puisque leur pays va mal. C'est vrai que si Maduro était renversé du pouvoir, l'étranglement économique sur le Venezuela, ce serait très probablement. Non pas en raison des compétences du banquier qui le remplacerait, mais en raison de sa servilité politique. Les médias ne parleraient plus du Venezuela, comme aujourd'hui on n'entend plus parler de la Libye. Mais le pays irait-il mieux pour autant ? Pas sûr. En effet, il retomberait tout simplement dans la situation antérieure à Chavez, c'est-à-dire une soumission totale aux États-Unis et le vol de ses matières premières. Et soyez certains que ceux qui remplaceraient Maduro ne chercheraient à aucun moment à diversifier l'économie du Venezuela ou à redistribuer l'argent du pétrole, bien au contraire. D'ailleurs, revenons un peu sur ces manifestations dont nous parlent en permanence les médias. On sait très bien que les médias peuvent donner un effet grossissant à un événement, suivant une stratégie qu'on a connue maintes fois à travers l'histoire et qui s'appelle les révolutions colorées. Les médias, à la solde d'intérêts extérieurs très puissants, génèrent par leur propagande une situation intérieure absolument incontrôlable afin de faire tomber les gouvernements insoumis. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Chavez a été renversé par la CIA en 2002, puis ramené au pouvoir par son peuple. Souvenez-vous, les médias appelaient les Vénézuéliens à descendre dans la rue, puis des snipers embusqués, placés là par les services secrets américains, ont tiré sur la foule afin qu'ensuite les médias puissent dire « Regardez, Chavez massacre son peuple ». C'était un mensonge, les enquêtes ultérieures l'ont démontré. Les leaders de l'opposition décident, en toute illégalité, de modifier le parcours de la manifestation. Ils exhortent la foule à marcher sur le palais présidentiel.
Des milliers de sympathisants de Chavez se trouvent sur la place devant le palais. La confrontation semble inévitable. Des coups de feu retentissent. Des personnes sont touchées à la tête. Il apparaît très rapidement que la foule est la cible de snipers. Certains partisans de Chavez tentent de riposter en tirant dans la direction des coups de feu. Ces images ont été diffusées en boucle, faisant apparaître le chavisme comme une politique meurtrière, principal coupable du massacre de Caracas. Ce que les télés n'ont pas montré, c'est la même scène mais prise d'un autre angle. La rue en contrebas est déserte. La manifestation n'a jamais emprunté ce chemin. C'est aussi ce qui s'est passé lorsque Salvador Allende a été renversé au Chili en 1973, et ainsi de suite à travers l'histoire et à travers le monde. Bien évidemment, les révoltes, les manifestations violentes, les guerres civiles sont autant d'instruments utilisés par les puissances d'argent afin de soumettre les peuples et de faire plier les gouvernements non alignés. Pour conclure, il n'est pas question pour moi de dire ici que tout va bien au Venezuela, qu'il y fait bon vivre, ni même que le gouvernement n'y est absolument pour rien dans cette crise, non. Simplement, il est bon de rétablir une saine hiérarchie des responsabilités. Le premier responsable du chaos au Venezuela, ce n'est pas le gouvernement vénézuélien, c'est les États-Unis, et pour être plus précis, l'Empire, qui cherche à reprendre le contrôle politique de la région contre la Chine et la Russie, et le contrôle économique du pétrole vénézuélien. C'est pour cela que ce pays est en crise. Et l'on peut accuser ici les médias internationaux de pratiquer l'inversion accusatoire, en dénonçant un chaos dont ils sont en réalité en partie responsables par leur propagande. Soyons sûrs que ce que eux veulent au Venezuela, c'est la dictature, telle qu'elle a existé durant 2 siècles avant Chavez et Maduro, et qu'ils appelleront démocratie pour assurer les braves gens qui regardent encore la télévision. Et si le prix à payer pour instaurer cette dictature, c'est la guerre et le mensonge, comme ils l'ont fait en Irak, souvenez-vous toujours de l'Irak, 1 million de morts pour des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Si le prix à payer pour instaurer cette dictature, c'est des larmes et du sang, ils le feront, comme ils l'ont fait impunément si souvent à travers l'histoire. Nous devons dénoncer cela de toutes nos forces. Il en va de l'honneur de la France.